Bonjour, il était une fois le suicide et une question, qu'est-ce qui fait vivre? Avec notamment les témoignages de Gabriel Ringlet et Dominique Dorcel. Nous nous trouvons au Centre de prévention du suicide à Bruxelles avec son directeur, sociologue Axel Rehartz. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre centre. 40 ans de combat et puis un constat aujourd'hui, toujours pas véritablement de prise de conscience, semble-t-il, au plus haut niveau de la gravité du problème. C'est bien ça? Alors effectivement, pas de prise de conscience. D'abord au niveau du grand public, le suicide reste une question taboue, ça reste une question difficile, même si les choses ont beaucoup évolué, ça reste une question dont on ne se saisit que lorsqu'on est obligé, lorsqu'on est confronté à un suicide ou une tentative de suicide. Et puis au niveau politique, effectivement, malheureusement, il reste encore trop peu d'investissements, trop peu de programmes mis en place, en tout cas au niveau francophone. Hein. On sait qu'en Belgique, les choses sont compliquées. Du côté néerlandophone, ça a fait l'objet d'une conférence de consensus, d'un plan d'action en plusieurs axes. Côté francophone, même si là aussi les choses semblent évoluer, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas véritablement de politique de prévention du suicide, des politiques de sensibilisation à la question du suicide. Le suicide aujourd'hui, vous employez le mot tabou. C'est encore vrai ? Alors ça reste un tabou, ça reste quelque chose de difficile, même si effectivement les choses ont évolué, notamment au niveau religieux. Hein, il y a quand même encore une 10-15 ans, il y avait encore une série d'interdits religieux, et là les choses ont tendance à diminuer. Mais même au niveau culturel, ça reste difficile. Dans les régions rurales, c'est quand même pas de bon ton de dire qu'un de ses vieux parents n'est pas mort de sa belle mort, mais s'est suicidé, ou de supporter le regard d'autrui lorsque un de ses enfants a mis fin à ses jours. Le Centre de prévention suicide existe depuis 40 ans. Je vous propose un voyage de l'intérieur, un reportage. Chaque année, le Centre de prévention du suicide reçoit plus de 15 000 appels sur sa ligne d'écoute téléphonique. Et pour cause, il faut savoir que le suicide en Belgique, c'est 7 morts chaque jour, plus de 20 000 tentatives par an et la première cause de mortalité chez les jeunes adultes. Signe, s'il en faut, que le suicide reste plus que jamais une question de société à traiter en priorité. Le suicide et ses causes restent certainement trop peu connus. Ainsi, beaucoup d'idées fausses circulent encore aujourd'hui. Une idée très courante, c'est que les vrais suicidaires, comme s'il y en avait de vrais et de faux, sont des personnes qui n'en parlent jamais. Or, on sait dans la pratique que, quand même, une proportion de 7 à 8 personnes sur 10 avaient parlé de manière directe, voire indirecte, ou en tout cas montré des signes extérieurs qui pouvaient être saisis avant une tentative de suicide ou un suicide abouti. Donc, toute tentative de suicide doit être prise au sérieux. Vous voyez, donc les gens fonctionnent encore avec « il n'a que quelques cachets, c'est du cinéma, c'est pas bien sérieux » ou « il est à sa 3e ou 4e tentative de suicide, s'il voulait vraiment mourir, il prendrait la dose ». Donc ça, ce sont vraiment des idées ancrées qui sont dangereuses à la prévention parce qu'elles sont fausses. Donc il y en a encore beaucoup d'autres, mais je retiens celle-là. Quels sont les signes les plus visibles de quelqu'un qui voudrait mettre fin à ses jours ? Alors là, c'est complexe parce que on ne peut pas réduire la question du suicide à un profil type. Mais on peut dire que voir ou comprendre que quelque chose se passe demande qu'on se base sur ce qu'on observe, donc du comportement, sur ce qu'on entend, de ce que la personne tient comme discours, sur ce qu'on sait aussi des changements peut-être qu'elle offre à voir dans son comportement, dans son discours. Et donc, vous pouvez avoir des signes qui sont très très variables d'un individu à un autre. Au fil des années, le Centre de prévention du suicide s'est développé pour répondre au mieux aux réalités rencontrées. Ainsi, il dispose aujourd'hui d'une cellule d'intervention psychologique destinée aux hôpitaux, d'un centre de documentation et d'un forum sur Internet. Il organise des journées de prévention et est en lien avec des associations qui accompagnent des personnes endeuillées suite à un suicide. L'activité principale du centre reste cependant l'écoute téléphonique avec une 60aine de bénévoles qui se relayent 24 heures sur 24 pour offrir un dialogue aux personnes en détresse morale. Centre de prévention du suicide, bonjour. Le rôle premier, c'est de répondre au téléphone quand quelqu'un nous appelle et d'établir une relation avec la personne qui nous appelle.
Lorsque ces personnes arrivent à exprimer qu'elle est en danger, de proposer l'aide nécessaire. Donc on vous appelle quand on est en situation de détresse ou quand on a quelqu'un de son entourage qui est en situation de détresse? Voilà, exactement. Il y a aussi des appels qui ne sont pas vraiment des appels de détresse, qui sont des personnes qui souffrent énormément de solitude ou de différentes formes de dépression et qui nous appellent aussi. Donc on pourrait qualifier ça d'un appel de compagnie ou de soutien. 40 ans après la création du centre, quelle est la situation par rapport au suicide en Belgique? Donc le suicide reste une problématique importante, ça reste un des pays en Europe qui a des taux de suicide les plus élevés. On estime qu'on est à 19 pour 100 000, 19-20 pour 100 000. Pour vous donner une idée, c'est effectivement 6 à 7 suicides par jour aboutis. Pour vous donner une autre idée, par an, il y a beaucoup plus de personnes qui décèdent par suicide que dans les accidents de la route, qui donne une autre idée par rapport au public. Et donc par rapport à nos pays, à nos voisins, par rapport aux pays d'Europe, ça reste des taux qui sont extrêmement élevés. Pourquoi un taux plus élevé en Belgique qu'ailleurs? Alors ça reste une des grandes questions. On sait effectivement, il y a des explications sociologiques par rapport aux pays du Nord, pays du Sud, notamment par rapport à la place de la religion ou à la structuration des liens familiaux, qui peuvent effectivement expliquer des tendances lourdes entre des taux de suicide plus élevés dans les pays du Nord et moins élevés dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne, au Portugal. Mais qu'est-ce qui fait que la Belgique a des taux de suicide plus élevés que les Pays-Bas ou que l'Allemagne, où on a quand même des champs culturels sensiblement les mêmes? Eh bien, ça reste quelque chose qui n'est pas expliqué. Je pense que ça fait partie notamment des axes de recherche qu'on devrait peut-être mener pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la Belgique, alors qu'on a des taux de satisfaction, des taux de bien-être par rapport à d'autres échelles assez élevés, on est quand même dans des pays où il fait bon vivre, entre guillemets, on a des taux de suicide extrêmement élevés. Chercher à lutter contre le suicide, c'est chercher à lutter contre des causes vraiment multiples. Alors oui, effectivement, le suicide est, comme on dit, pluri ou multifactoriel. On ne se suicide pas pour une seule raison. Même s'il y a souvent une raison qui est avancée, soit par la personne qui se suicide dans sa lettre d'adieu, soit par les proches, c'est un peu ce qu'on va appeler l'élément déclencheur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais si le vase il déborde, c'est bien sûr à cause de la goutte, mais c'est aussi à cause du fait qu'il était rempli. Et donc, c'est une accumulation d'une série d'événements que la personne va vivre comme étant une souffrance, comme étant une atteinte à son image de soi, qui va faire qu'à un moment donné, cette souffrance devient insupportable. Donc c'est bien une multitude de causes, de raisons qui peuvent à un moment donné conduire un individu à envisager le suicide comme étant une solution avant tout pour mettre fin à sa souffrance. Ça ne peut plus continuer, il faut que ça s'arrête. De nombreuses personnalités ont accepté d'une manière ou d'une autre de participer à vos 40 ans, et notamment Gabriel Ringlet. On écoute son témoignage. Gabriel Ringlet, vous avez été confronté régulièrement au suicide au cours de votre carrière. Dites-nous plus. Oui, c'est vrai, et notamment à des suicides de jeunes, de très jeunes même. J'ai dû accompagner des familles pour un suicide d'enfants, pour un suicide d'adolescents. Je pense à un exemple concret, c'est un jeune, je n'oublierai jamais, il était à la messe le dimanche dans ma paroisse, il avait 20 ans. On nous apprend qu'il s'est pendu dans sa chambre d'étudiant à Liège. Il avait simplement laissé un petit mot. « Je n'ai pas les armes qu'on exige aujourd'hui, je ne sais pas me vendre, salut la compagnie. » C'est terrible, une famille très très proche, des frères et sœurs, donc on ne doit pas aller chercher 36 explications, non, c'était « je ne sais pas me vendre ». Et moi j'entends ça souvent, je vois d'autres jeunes qui ont laissé comme petit mot « j'ai un formidable idéal, mais on se moque de moi, on se moque de cet idéal ». Donc il y a là, me semble-t-il, un témoignage que nous devons entendre à fond. Non seulement il y a peut-être des repères qui ne sont pas en place, mais je pense qu'il y a aussi un idéalisme parfois qui est bafoué, ou une insupportable compétitivité aussi. Une perte d'espérance peut-être ? Une perte d'espérance, moi je dirais surtout un grand manque d'accueil de la fragilité. Je suis très très frappé de voir que les suicides, parce qu'il n'y a pas que les suicides de jeunes, il y a aussi des suicides de très vieux. Pourquoi ? Pourquoi des vieux ? Pourquoi des jeunes ? Pourquoi des enfants ? Et pourquoi des hommes d'affaires ?
parce que c'est dans toutes les directions. Mais il y a un point commun entre beaucoup de ces suicides, encore que le suicide c'est complexe, hein, c'est mystérieux, mais il y a quand même un point commun, c'est une société qui refuse le manque. C'est presque la signature, le suicide, de l'interdiction sociale de l'échec. Je ne valorise pas l'échec, mais je veux dire ce qui saigne en nous, ce qui est ouvert en nous. Est-ce qu'on peut le laisser couler? Est-ce qu'on peut faire comprendre qu'un manque, ce n'est pas nécessairement négatif? Eh bien non. La société nous dit, si tu vieillis, si tu ne suis pas le rythme, va te cacher. Si tu meurs, va te cacher. Si tu souffres, va te cacher. Et c'est le va te cacher qui fait que certains vont se cacher définitivement, me semble-t-il. Et comment on peut prévenir alors cette situation, ce manque de repères? Mais je pense qu'il y a quand même une prévention à faire, même si ça reste difficile, même si ça reste vraiment très très complexe. Mais l'école, et certaines écoles s'en préoccupent vraiment, peuvent travailler sur l'accueil de la différence, par exemple. Je prends quand même un exemple, là encore très très concret, qui moi me bouleverse. Non seulement les suicides de jeunes sont très importants, mais parmi les suicides de jeunes homosexuels sont encore beaucoup plus nombreux que les autres. Hein, de 5 à 15 fois plus que les suicides de jeunes non homosexuels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a là une blessure qui n'a pas été rencontrée, ou bien qu'il y a parfois des moqueries dans l'entourage, 3 petits points. Là, l'école, la société peut travailler, accueillir celui qui est simplement différent, accueillir celui qui est en échec pour une société qui soit davantage une société de solidarité et non pas de compétition. Est-ce qu'on peut avoir une émulation? Parce qu'il faut avoir une émulation, il faut se donner des idéaux valables, mais qui ne soient pas de la stricte compétition. C'est plutôt de ce côté-là, je trouve, qu'il faut travailler la prévention. Vous parliez de l'école. L'Église, que peut-elle faire pour les gens qui sont dans cette situation? Mais si l'Église appliquait tout simplement l'Évangile, et je le dis avec des guillemets, tout simplement, et si elle suivait simplement Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sinon être précisément aux côtés de la fragilité, aux côtés de l'exclusion? Si on relit la manière dont Jésus s'approche du lépreux, le drame du lépreux, ce n'est pas tellement qu'il ait la lèpre. Le drame du lépreux, c'est qu'on le laisse à l'écart, c'est qu'il doit vivre au loin, dans un cimetière, c'est qu'on doit lui jeter la nourriture de loin. Et le miracle que provoque Jésus, c'est de s'approcher, entre guillemets, de l'interdit. Mais où sont les interdits aujourd'hui? Où sont les exclusions? Où sont les marginalités qui conduisent précisément des gens à dire « salut la compagnie ». Il me semble que l'Église devrait être extrêmement attentive au discours qu'elle tient. Par exemple, un discours d'exclusion de l'homosexualité, c'est terriblement coupable, parce que non seulement ça renforce ce dont nous sommes en train de parler, à savoir que des jeunes vont nous quitter, mais je trouve que ça trahit l'Évangile. Il faut vraiment que l'Église mette en pratique cette approche qui était celle de Jésus lui-même. Pour l'entourage, pour la famille de quelqu'un qui s'est suicidé, la période qui vient après, la période de deuil, c'est quelque chose de très difficile et on ne répond peut-être pas bien à ça non plus. C'est toujours très difficile, pour ne pas dire totalement impossible. Alors moi, ma première réaction, c'est de dire de grâce, ne mettons pas de la lumière là où il n'y a que de l'ombre et où il n'y a que du noir. N'ayons pas une espèce de chape qui vient recouvrir tout cela un peu facilement pour consoler. Bien sûr, ça part d'un bon sentiment, mais moi je crois que devant un suicide, c'est tellement bouleversant, c'est tellement culpabilisant, et ce sera toujours culpabilisant, qu'il faut d'abord accueillir cette culpabilité, qu'il faut d'abord descendre jusque tout au fond du puits, qu'il faut d'abord rester dans ce noir et être très très présent, j'allais presque dire de manière amoureuse. Il faut beaucoup d'amour, mais un amour qui n'essaie pas d'expliquer, qui est simplement là, qui se tait, et peut-être, petit à petit, et j'ai vu ça chez des parents dont un enfant s'était suicidé, après un long chemin de noir, peut-être petit à petit va-t-on pouvoir revenir à la surface, mais ne surtout pas
culpabiliser, au contraire, comprendre que même quand on a été formidablement attentif à l'autre, il arrive que nous n'arrivions plus à le rejoindre. Le poète Christian Bobin a dit des choses magnifiques là-dessus. C'est que parfois, devant le mystère de l'autre, y compris le mystère de l'autre qui s'en va de cette manière-là, nous n'arrivons pas à aller plus loin que le seuil. Et il faut rester sur le seuil, ne pas vouloir aller jusqu'à la dernière explication. Pour vos 40 ans, vous avez retenu un thème, une belle question. Qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui? Pourquoi avoir retenu ce thème-là précisément? Mais d'abord parce qu'on avait un petit peu envie de changer notre angle d'approche. On organise régulièrement des journées d'études et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait pris un aspect particulier de la problématique suicidaire, le suicide au milieu du travail, le suicide au masculin, le suicide et l'euthanasie. Et ici, on avait envie d'un petit peu changer, on avait envie d'un petit peu retourner la question finalement et peut-être finalement, après réflexion, de la restituer dans sa plus juste dimension qui est d'abord, mais finalement, qu'est-ce qui fait vivre ? C'est d'abord peut-être la question qui est commune à tous, qui est la question qu'on devrait se poser et qui englobe, je dirais, en soi ce qui à un moment donné peut empêcher ou faire en sorte qu'on n'ait plus envie de vivre. Et donc c'est plutôt reprendre cette question du suicide et de la restituer dans une dimension peut-être plus universelle ou plus humaine. Qu'est-ce qui fait vivre? Est-ce que ce n'est pas une manière plutôt optimiste de se demander finalement qu'est-ce qui fait qu'on se tue? Mais je ne sais pas si c'est obligatoirement vouloir être optimiste à tout prix, c'est plutôt de se dire, mais finalement, c'est cette question du suicide qu'on aborde souvent lorsqu'il s'est passé quelque chose, c'est un petit peu aborder la question de la vie et de la mort, du sens de la vie, par le biais négatif. Et nous, on avait envie de se dire, mais plutôt ouvrons cette question, allons voir qu'est-ce qui nous fait vivre, abordons cette question du rapport et de la vie et de la mort, effectivement plutôt par une porte d'entrée plutôt positive. Et puis c'est, je dirais, assez logiquement qu'on va probablement aborder aussi la question du qu'est-ce qui empêche de vivre ou qu'est-ce qui fait mourir. Mais voilà, de plutôt prendre ça dans un sens plus naturel, plutôt que vouloir absolument mettre quelque chose d'optimiste. Et alors durant toute cette année, vous avez tenu, c'est très net, à avoir un regard très pluridisciplinaire sur la question. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a invité aussi une multitude d'intervenants, pas des spécialistes du suicide, mais plutôt des gens qui viennent d'horizons très très différents. On a des philosophes, on a des gens du monde religieux, on a des comédiens, des gens du monde de l'art. Les gens de l'art, Monique Dorcel par exemple, on a été recueillir son témoignage, écoutez-la réagir à qu'est-ce qui fait vivre. On la regarde. Monique Dorcel, le suicide, c'est un thème que vous avez abordé au cours de votre carrière comme comédienne, metteur en scène? Je ne l'ai peut-être pas traité d'une façon, disons, artistique, parce que si on met en scène, on crée une œuvre, enfin. Mais disons que j'ai abordé à plusieurs reprises le sujet, même à travers l'activité, parce qu'il y a des poètes, des écrivains qui se sont suicidés, il y a des amis, des gens très proches. C'est donc un thème qui vous met à la fois devant la vie et devant la mort, enfin. Donc c'est un questionnement sur la mort qui est un peu différent, mais ça ne fait jamais qu'une déclinaison un peu plus subtile de la question, quoi. Être confronté au suicide, ça suscite une réflexion forcément. C'est inévitable. Vous retraversez, ça suscite une foule de problèmes. Parce que si c'est quelqu'un de très proche, vous êtes entraîné à prendre des positions, à vous battre avec lui, à tenter quelque chose, à tenter peut-être l'impossible, parce que vous vous sentez soudain responsable, parce que quelqu'un qui est à vos côtés et qui sans cesse veut se suicider, on a le senti, il y a là-dedans une telle revendication vis-à-vis de la vie, que vous êtes concerné d'une façon plus personnelle à la question, donc c'est terrible. À un certain moment, il faut trancher, parce que ou bien vous vous suicidez avec lui ou elle, non mais c'est ça, quoi. Donc à un certain moment, on arrête, on se dit non mais maintenant on va pas au-delà, parce qu'on n'en sortira pas, enfin. Vous ressentez ça comment? Plutôt comme un signe de désespoir ou d'appel? C'est variable, hein. Il y a toutes les formes. Et même, je me suis rendu compte qu'il y avait certains types de suicides
qui était d'une telle violence, et on m'a dit que quand c'est extrêmement violent, c'est souvent une espèce de règlement de compte avec toute la société, avec toute la vie, quoi. Chaque personne, c'est comme tout, quoi. Enfin, chacun son caractère, il y a une singularité à chacun. Donc il n'y a pas deux suicides qui sont les mêmes. Il n'y a pas deux pré-suicides qui sont les mêmes. Tout ça se vit différemment selon la personne. J'en viens naturellement Oui. au thème des conférences. Qu'est-ce qui fait vivre? Ce thème, ça vous inspire quoi? Mais je trouve ce thème d'abord magnifique, parce que qu'est-ce qui fait vivre, c'est une question... on a le sentiment qu'on ne se l'est jamais posé, qu'on vit, enfin. On vit, donc on ne se demande pas qu'est-ce qui fait vivre. Et cependant, à la réflexion, il est clair que, précisément par rapport à la mort, on peut se poser la question, et on se pose la question. Alors effectivement, c'est tout le sujet de la conférence. C'est tout ce qui m'habite, parce que, mine de rien, comme je ne passe pas dans les premières personnes qui parleront, ça me permet d'avoir une sorte de réflexion qui se fait au fil du temps, au fil des jours, au fil des rencontres. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez, j'aurais tendance à partir, on part toujours un peu de soi, parce que la chose dont on est le plus sûr, c'est soi-même. Donc, moi, je suis quelqu'un de tellement optimiste et qui croit tellement à la vie que ça m'est tellement évident que ce qui fait vivre, c'est tout ce qui me constitue, évidemment, et tout ce qui m'a passionné, et je crois que c'est la passion qui fait vivre. Mais bon, on peut aller quand même un peu plus loin et creuser. La question est quand même plus large et permet d'aborder la question sous des angles extrêmement différents. Mais c'est vraiment une question magnifique, hein. Qu'est-ce qui fait vivre? Peut-être le pendant de la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait donner à d'autres pour leur donner l'envie de vivre, de continuer à vivre? Écoutez, moi je suis quelqu'un qui est parié sur la culture, c'est absolu. Je crois très profondément que la pensée, la culture, c'est la culture de l'être, quoi. Enfin, c'est pas accumuler des savoirs. Mais c'est très bien si tout ça peut s'étayer sur des savoirs. Mais c'est surtout un rapport à la vie, enfin. Et je crois que le rapport à la vie, c'est du côté de la pensée, c'est du côté de tout ce qui est ce produit artistique, de pensée, de création de l'individu. Enfin, ça j'y crois de façon absolue, quoi. Donc, mais vous me direz qu'il y a des artistes qui se sont suicidés. Vous avez tout à fait raison, c'est exact. Mais là, c'est tout le sujet de réflexion qu'on peut porter sur la question. Mais il n'empêche que je crois que ce qui peut faire vivre, c'est quand même de l'ordre de la création, quoi. Enfin. Qu'est-ce qui fait vivre? Écoutez la réponse de Gabriel Ringlet, qui interviendra sur cette question en décembre prochain. Je serais tenté de dire en réponse à cela deux choses. L'une, qui nous conduit peut-être plus loin, c'est qu'il faut encore oser aujourd'hui proposer des choses exigeantes et difficiles sur le plan de l'idéal. Mais pas l'idéalisme qui est dans les nuages, un idéalisme très très concret. Je prends un exemple. J'ai accompagné des jeunes à Auschwitz, des jeunes qui venaient du monde entier, mais qui étaient musulmans, qui étaient juifs, qui étaient chrétiens, qui étaient non-croyants. Et nous avons essayé pendant 3 jours pleins, pas en passant 2 heures, d'aller jusqu'au bout de la souffrance de l'autre, comprendre la différence. Un jeune juif peut-il comprendre un palestinien? Et réciproquement. Mais ces jeunes qui m'accompagnaient, qui étaient du monde entier, ils étaient de 7 ou 8 continents, pays différents, mais ils restent marqués aujourd'hui par cela, et ils ont consacré, et ils sont en train de consacrer leur vie à l'idéal de paix entre juifs et palestiniens. C'est formidable, c'est un formidable défi. Mais il ne faut pas nécessairement aller à Auschwitz. Si on va dans une maison pour personnes âgées aujourd'hui, si on vient avec moi accompagner des mourants dans certains hôpitaux, des choses très 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 concrètes, je pense que là,
on va toucher du doigt de vraies raisons de vivre. Et dès qu'on est tout petit, moi, comme curé de paroisse, je faisais ça avec des tout petits, avec des gens de 10-12 ans, aller voir la grande souffrance, aller accompagner la fin de vie. Et c'est pas du tout triste ce que je raconte. Ces jeunes ont été plutôt marqués positivement par le fait qu'ils apportaient tellement de bonheur en étant présents à des gens dont la vie s'en allait. Je crois qu'il faut oser proposer ce genre de contact et on vivra beaucoup, beaucoup mieux, à mon avis. Axel Reichardt, on termine avec le message que vous tenez absolument à faire passer, à savoir que la prévention du suicide, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors effectivement, pour nous, la prévention du suicide n'est pas qu'affaire de spécialistes. La prévention du suicide, ça commence dans ses relations professionnelles, dans ses relations amicales, dans ses relations familiales. Être attentif à l'autre, être attentif à ce que l'autre peut nous dire. Souvent, lorsque on travaille au niveau de la prévention, on nous dit mais qu'est-ce que je peux faire ou je ne peux faire qu'écouter. Eh bien, moi, j'aurais envie d'enlever ce que. Écouter, être là pour l'autre, ne pas le juger, pouvoir faire en sorte que l'autre se sente entendu dans la souffrance qu'il est en train de vivre, est déjà quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est ça le début de la prévention du suicide. Lorsque je ne vais pas bien, eh bien, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je peux me confier, à quelqu'un qui ne va pas me juger, quelqu'un qui ne va même pas essayer de comprendre ce que je vis, quelqu'un qui ne va pas me refiler des bonnes recettes, parce qu'on a souvent des bonnes recettes pour soi, mais on le dit, hein, le conseilleur n'est pas le payeur. Eh bien c'est ça, c'est être là pour écouter, entendre, recevoir l'autre, faire en sorte que l'autre, dans ce qu'il vit, dans la souffrance qu'il est en train de vivre, se sente un petit peu moins seul. Et cette écoute de l'autre, eh bien ça commence dans nos relations, ça commence autour de soi, et ça c'est faire de la prévention du suicide aussi. Le centre de prévention suicide est là pour aider. Comment peut-on vous contacter, quelle que soit la demande, là où on en est? Alors il y a d'abord notre ligne d'aide par téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24 dans l'anonymat. C'est le 0800 32 123. On répète. 0800 32 123. Et puis pour toutes nos autres activités, le plus simple c'est d'aller sur notre site internet www.préventionsuicide.be en un mot sans accent. www.préventionsuicide.be en un mot sans accent, où là vous avez la présentation de toutes nos activités et également toutes nos coordonnées pour pouvoir nous joindre également. Axel Reichardt, merci de nous avoir reçus chez vous au Centre Prévention Suicide et bon anniversaire, bonne suite dans votre combat. Il était une fois, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.